Madame, Monsieur, bonsoir. On s'en approche de plus en plus. Dans quelques jours, nous allons aller voter pour les élections européennes, fédérales et régionales. 3 scrutins et une série d'enjeux. Et Canal C vous aide à décrypter le programme des partis. Dans cette émission, nous nous intéressons aux matières régionales, la région wallonne donc. Nous invitons à chaque émission un parti et nous confrontons les candidats à la réalité de terrain, en les confrontant notamment avec les syndicats, le monde associatif et les jeunes pour parler climat. Ce sera en fin d'émission. Alors aujourd'hui, place au Parti socialiste avec des candidats des arrondissements de Dinan-Philippeville et de Namur. Nous accueillons Christine Poulain, Gwenaëlle Grovonius, Jean-Charles Luperto et Pierre-Yves Dermagne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Je vous présente également notre politologue. Aujourd'hui, c'est Jérémy Dodaine, professeur à l'UNAMUR. Il est aux avant-postes pour suivre le débat et nous réaliserons un débriefing en fin d'émission avec lui. On entre directement dans le vif du sujet avec les candidats face aux syndicats. Et pour représenter le monde syndical, nous avons les représentants des 3 syndicats traditionnels. Eugénie Ledoux pour la CGSLB. Bonsoir. Bonsoir. Laurence Clamart pour la CC. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Et enfin, Guy Failly pour la FGTB. Bonsoir. Bien, allez, on est parti pour 20 minutes pour ce premier débat. Et on parle tout d'abord de l'emploi, comme dans chaque débat depuis le début. L'emploi, les aides à l'emploi également. Une question directement des syndicats. Madame Ledoux. Oui, en lisant votre programme, j'ai vu que vous comptiez faire de la Wallonie un territoire de plus d'emplois, ce qui est une bonne nouvelle pour nous et pour les citoyens. Et donc vous dites, là où aujourd'hui il y a eu un creux, une vague, vraiment des licenciements ou des fermetures, on va faire justement de ces territoires du plein emploi. Donc j'aurais voulu savoir quels étaient vos projets ambitieux à ce niveau-là. C'est toujours difficile à voir qui répond. La volonté, c'est vraiment de lancer des opérations de territoire zéro chômage, zéro chômeur, sur le modèle de ce qui s'est fait dans certaines régions en France, notamment avec l'appui et le soutien, et même parfois à l'initiative des organisations syndicales, et donc vraiment de concentrer les moyens sur des territoires qui ont été des territoires marqués par des fermetures d'entreprises, par des licenciements massifs, et la volonté vraiment d'accompagner de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise l'ensemble des demandeurs d'emploi, de concentrer aussi les moyens au niveau des aides à l'emploi sur ces secteurs-là, pour essayer vraiment d'arriver à des territoires qui soient des territoires zéro chômeur. Alors, est-ce que c'est réaliste, monsieur Dermagne, ça, zéro chômeur? La volonté, c'est d'y arriver, et en partant de ce qui s'est fait ailleurs. On ne doit pas toujours réinventer l'eau chaude quand on a des expériences qui sont des expériences qui portent leurs fruits, que ce soit en Belgique, que ce soit en Wallonie ou que ce soit à l'étranger, ce qui est le cas des expériences territoire zéro chômeur en France. On pense qu'on doit pouvoir s'en inspirer. C'était d'ailleurs une demande des organisations syndicales. Il y a une carte blanche qui a été publiée il y a quelques années ou quelques mois, qui plaidait justement pour la transposition d'expériences telles que celle-là en Wallonie. On va entendre M. Luperto, mais M. Guy Failly, vous y croyez, vous, à ça? Effectivement, on a quand même quelques soucis. On vient de voir, il y a quelques jours, une étude de l'UEPS qui démontrait justement que les aides à l'emploi n'étaient pas nécessairement créatrices d'emplois. Donc, nous, on a quand même un souci par rapport à toute cette manne d'argent public qui est déversée dans les entreprises, avec finalement aucune contrepartie réelle, aucun engagement. Les entreprises prennent les aides, que ce soit les aides à la restructuration, au développement économique, que ce soit les aides à l'emploi, etc., prennent les aides, et puis il n'y a pas de contrôle là-dessus, pas véritablement de création d'emplois, avec des effets de substitution. Alors bon, j'ai quand même évidemment une question à laquelle vous n'échapperez pas. On sort de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de contestation par rapport au plan de réforme des aides à la promotion de l'emploi, notamment pour le secteur non marchand. Demain, vous allez vous retrouver face avec certains partis qui aujourd'hui ont essayer de faire une autre réforme que celle que l'ancienne ministre avait proposée. Est-ce que vous ferez de votre participation au gouvernement wallon une condition de participation si c'est encore M. Géolet qui veut imposer sa réforme de l'emploi? Je pense que sur la question des aides à l'emploi, des points APE, de la réforme des points APE, des emplois APE, qui concernent 62 000 personnes, 62 000 travailleurs en Wallonie, 4 000 employeurs, dans des secteurs qui sont des secteurs clés, on ne va pas tous les rappeler, hein, mais l'aide à la personne, les aides à domicile, les
aides familiales, les ouvriers communaux, le personnel dans les centres culturels, dans les centres sportifs, enfin bref, vraiment des gens qu'on côtoie au quotidien et tout au long de sa vie. On rencontre tous les jours des travailleurs APE, du matin au soir et vraiment tout au long de la vie, du berceau jusqu'à la maison de repos. Et donc pour nous, ça a été vraiment un casus belli, vraiment un élément, la réforme APE du gouvernement MRCDH. On s'est battu vraiment jusqu'au bout. C'est le dossier sur lequel on a accepté d'aller vraiment dans les derniers détails de la procédure du Parlement pour faire en sorte qu'au final, le texte ne soit pas voté. Et donc on peut nous juger sur pièce. Vraiment, je pense qu'on a eu un travail de concertation avec les organisations syndicales, justement pour que cette réforme n'aboutisse pas, avec la volonté aussi que si demain nous sommes aux responsabilités, on réforme les dispositifs APE pour plus de simplification, pour plus d'efficacité, mais en maintenant les budgets et en travaillant avec les organisations syndicales, comme la ministre Tillieu l'avait fait des avant. emplois réels. Hein. Oui, alors sur ce point et d'autres sur l'emploi en général, M. Luperto puis Mme Gourvenus. Oui, donc sur l'emploi en général, pour en revenir au caractère crédible ou réaliste du territoire zéro chômage, je pense que ça doit être un objectif vers lequel il convient de tendre. Et pour tendre vers cet objectif, il faut évidemment construire un certain nombre de solutions. Et je pense que depuis plus de 50 mois consécutifs, le chômage baisse en Wallonie, le taux d'emploi s'est considérablement amélioré et je n'entends pas entrer dans une querelle de chiffres avec l'actuel gouvernement, même si la tendance est au ralentissement les derniers mois. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, en ce compris le monde de l'entreprise, c'est que les deux choses qui fonctionnaient, à savoir le plan Marshall, la concentration des énergies dans des pôles de compétitivité et la formation, c'est précisément dans cela qu'on a désinvesti les 2 dernières années depuis le débranchage de prise. Et donc je pense qu'il est urgent de reconsidérer la politique de formation avec une politique de formation appropriée, adéquate et qui permette justement le développement d'emplois ou le retour à l'emploi et la réactivation du plan Marshall que l'on a voulu interrompre pour des raisons essentiellement de symbole idéologique en ne tenant pas du tout compte de la pertinence de l'outil qui est révélée en ce compris par les acteurs du monde de l'entreprise et de l'économie. Alors, Mme Gourvenus, sur le sujet de l'emploi ? Oui, tout à fait. Un petit élément peut-être dont on pourrait parler aussi, même si je sais que c'est en lien avec les matières fédérales, c'est la réduction collective du temps de travail, où là aussi c'est une volonté de notre part de pouvoir activer cette mesure parce qu'elle est aussi créatrice d'emplois. Et là, l'expérience, je pense, dont on doit parler de manière très claire, c'est ce qui a été mis en œuvre, notamment au niveau de la Wallonie, où là déjà, on a intégré cette mesure et où on pense justement en s'appuyant aussi sur les services publics qui sont, comme on le dit toujours, ce patrimoine de tous et qui permettent justement d'avoir des services qui sont les mêmes pour tous, eh bien, en s'appuyant sur les services publics, mettre en œuvre une réduction collective du temps de travail qui va être aussi productrice finalement de nouveaux emplois et générer de nouveaux emplois. Alors, ça qui consiste en bénéficient quoi ? Parce que à toutes les Wallonnes et tous les Wallons. Alors, la réduction collective du temps de travail, ça veut dire qu'on diminue les heures de travail pour chacun des travailleurs, mais en ayant une compensation, en ne perdant pas de salaire, et ça permet évidemment, puisqu'on crée des heures qui sont libres et qui ne sont pas occupées par ces travailleurs, d'en engager d'autres pour pouvoir effectuer ce travail. Et ça, c'est finançable ? C'est en tout cas aujourd'hui mis en œuvre dans certains services et pour certaines catégories de travailleurs au niveau de la Wallonie. Et c'est aussi mis en œuvre au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi dans certaines communes. Donc, c'est mis en œuvre, c'est finançable, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ça existe. Et ça a été fait en France peut-être de manière un peu abrupte, indépendamment des secteurs d'activité. Et nous, la volonté, c'est de faire quelque chose qui soit adapté aux différents secteurs. On ne travaille pas de la même manière dans un hôpital que dans une entreprise manufacturière. Et donc, on doit tenir compte des différents secteurs et le faire de manière pragmatique en fonction des réalités de terrain. Très bien. Madame Clamart, peut-être, oui. Je voudrais revenir sur les APE et sur la réforme. Donc, le précédent gouvernement wallon avait entamé une réforme pour les APE et il excluait d'office certains services. Donc, il y avait une suppression des points APE au départ pour envisager la réforme, notamment du Forum, des provinces. Si demain, vous devez entamer une nouvelle réforme, est-ce que vous allez nous garantir un volume d'emploi réel, celui d'aujourd'hui, à partir duquel on pourra démarrer, ou est-ce que vous allez exclure aussi une catégorie de services qui sont pourtant aussi nécessaires et utiles aux citoyens ? Je pense du Forum. Je pense que la réforme qui avait été préparée par la ministre Tillieu, co-construite avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec les représentants des employeurs, maintenait le volume de l'emploi, garantissait l'emploi dans tous les secteurs.
On n'a jamais fait, nous, de la situation des provinces quelque chose d'obsessionnel. On pense qu'on doit réformer les provinces, on pense qu'on doit les moderniser, mais on pense aussi qu'elles rendent aujourd'hui des services qui sont essentiels à la population. Elles existent toujours d'ailleurs, vous avez raison, et qui plus est dans des zones rurales ou semi-rurales comme les nôtres, où les communes ne peuvent pas apporter un service de la même manière ou avec le même degré de qualité que dans des grandes villes. Et donc, pour nous, les provinces continuent à être importantes, à être essentielles, qui plus est en zone rurale ou semi-rurale. Très bien. Alors, oui, rapidement, puis on passe à l'économie et aux Peut-être entreprises. sur le volet de l'emploi, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se poseront aussi à l'échelon européen. Pardon, et c'est une belle occasion de mettre en lumière l'enjeu européen aussi à l'occasion de ces élections, que ce soit les questions liées à la convergence des salaires, à la directive des travailleurs détachés, un certain nombre de questions de cette nature-là qui aujourd'hui ne protègent pas suffisamment notre marché de l'emploi. Et donc à cet égard-là, avoir des forces progressistes alignées de manière forte à l'échelon européen est aussi quelque chose d'essentiel. Vous savez que je proviens d'un territoire où on a vu des fermetures d'entreprises, les derniers pans industriels s'effondrer, avec en effet des aides qui ont été octroyées, avec une difficulté à récupérer par moments ces aides quand les entreprises désertent les territoires. Et donc ça, c'est évidemment des choses qui doivent se construire, non pas uniquement à l'échelle de nos régions ou de l'État, mais évidemment avec une vision européenne qui soit une vision responsabilisante pour les entreprises qui ont forcément un certain nombre de droits au soutien des pouvoirs publics, mais un certain nombre d'obligations. Et nous devons avoir des mécanismes de contrainte au niveau européen. Très bien. L'aide aux entreprises, parlons-en peut-être du côté syndicat pour booster l'emploi, évidemment. Monsieur Failly, une réflexion dans ce domaine ? Oui, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Nous, il nous semble qu'on doit s'inspirer, par exemple, du modèle de Maribel sociale, parce que véritablement, le problème des aides aux entreprises, moi, je vois aussi des patrons, et spécialement dans les PME, qui nous disent les aides aux entreprises, c'est pas ça qui fait l'activité économique. On engage des gens s'il y a des carnets de commandes. Donc, il ne faut pas que ça devienne non plus une machine à finalement subsidier le secteur privé de manière tout à fait inutile. Donc voilà, moi, en tout cas par rapport à ça, ma question c'est quel contrôle les pouvoirs publics veulent-ils ou peuvent-ils et quels sont les contrôles que vous voulez dorénavant exercer sur la création réelle d'emplois grâce aux aides publiques, quoi. Alors là, on est concret. Comment contraindre aussi les entreprises à respecter les règles ? Absolument. Parce qu'elles ne respectent pas toujours. Je pense qu'il faut un engagement ferme des fédérations patronales. Et quand on passe à un pacte, il y a deux volets au pacte. Il y a effectivement ce que nous, on met sur la table, ce que les pouvoirs publics mettent sur la table, mais il y a aussi la contrepartie et les obligations qui sont celles du bénéficiaire de cet engagement. Et donc, on doit pouvoir responsabiliser les entreprises, les entrepreneurs, avec des conditions qui sont des conditions effectivement de création d'emplois, et pas seulement des rotations de primes sur des têtes différentes, et où on jette finalement, comme des mouchoirs, les travailleurs, une fois qu'ils ne peuvent plus prétendre ou bénéficier de certaines primes, ce qui arrive tous les jours. Les primes Impulse, pour le moment, c'est à peu près ça. Oui, effectivement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et le deuxième élément, c'est vraiment de concentrer les aides dans des secteurs et des entreprises qui sont créatrices d'emplois. Et donc, on l'a vu avec notamment le plan Marshall et les pôles de compétitivité. On voit que les entreprises qui participent au pôle de compétitivité, qui sont membres d'un pôle de compétitivité, petite explication, un pôle de compétitivité, qu'est-ce que c'est ? On a défini 5-6 secteurs maintenant comme prioritaires dans l'économie wallonne, que ce soit dans les biotechnologies, que ce soit dans la logistique, dans l'agriculture, et en estimant qu'on avait des entreprises qui peuvent être motrices, leaders de l'économie, et qu'elles peuvent entraîner avec elles dans leur sillage et faire grandir des petites et moyennes entreprises. Parce qu'on a finalement en Wallonie, et c'est encore plus vrai en province de Namur, on n'a plus de grosses entreprises industrielles, on n'a plus de grosses boîtes, mais par contre on a un riche tissu de petites et moyennes entreprises qui ont du mal à passer la barre des 5, des 10 employés. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu de pouvoir les attirer, les tirer vers le haut et faire en sorte qu'elles travaillent entre elles. C'est ce qui a notamment été un des éléments de la réussite économique allemande. C'était vraiment de créer des filières, des secteurs, un écosystème d'entreprises, de PME, de petites et moyennes entreprises qui travaillent, qui s'appuient sur et avec des plus grosses boîtes. Et donc ça, c'est un véritable enjeu. Mais avec une conditionnalité des aides, des primes, et avec la possibilité d'aller les rechercher si les conditions ne sont pas remplies.
Monsieur Luperto aussi. Oui, et en complément de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la contrainte qui pourrait être faite d'un remboursement de certaines aides à certains moments quand les désertions de territoire se font de manière brutale, je pense qu'il y a un levier potentiel qui est celui de la révision de la loi Renault qui aujourd'hui existe, mais là encore, ça se situe à l'échelle de l'Europe et dans le prolongement de ce que vient de dire Pierre-Yves Dermagne sur la concentration de moyens au travers des pôles de compétitivité. Je pense en tout cas qu'il y a un segment d'activité sur lequel il nous faut travailler de manière impérative et Jean-Claude Marcourt, alors en charge de l'économie, avait déjà initié les choses. C'est le terrain de l'économie circulaire dont il apparaît clairement qu'il est une source importante de gisement d'emploi, qu'il est aussi une capacité de réindustrialisation de nos territoires en proximité et qui est vraiment un secteur prometteur sur lequel il nous faut investir massivement. Très bien, je vous arrête. Vous voulez encore en parler, je comprends. Hein. On peut encore en parler 20 minutes si vous voulez, mais là, le temps passe et il nous faut parler de la formation et de l'enseignement parce que là, il y a des soucis, il y a des pistes aussi à développer. En matière de formation, Madame Ledoux, peut-être d'enseignement en général, quels sont les constats que vous faites sur le terrain? Et donc, on vient de parler de l'emploi, donc vous savez comme moi que l'offre et la demande ne sont pas toujours les mêmes et c'est souvent en fort décalage. Et donc, l'enseignement et l'éducation est une piste pour remédier à ce problème-là. Donc, former les gens autrement, les diriger vers des métiers en pénurie pour leur garantir de trouver un emploi. Donc, quelles sont vos pistes à ce niveau-là ou comment encourager les jeunes à aller vers ces métiers-là? Vers les métiers qualifiants. Et en pénurie. Je pense qu'on vient de mettre sur pied le fameux tronc commun avec plusieurs domaines d'apprentissage. Et là, dans les domaines d'apprentissage, on va y trouver justement des métiers plus techniques. Je pense par exemple aux nouvelles technologies, aux métiers de la santé, des métiers qui pourraient orienter justement les jeunes vers un enseignement qualifiant. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On a un tronc commun qui attire les gens dans le système général et puis quand ça ne va pas trop bien, on va vers le qualifiant. Et ça ne va pas. On ne met pas en valeur le qualifiant de cette façon-là. Le nouveau tronc commun qui est prolongé, je sais que ça suscite pas mal de commentaires, mais on y met plusieurs domaines d'apprentissage et là je crois que le qualifiant sera sur le même pied que le général parce que les jeunes se retrouveront face à différents domaines d'apprentissage, ils vont choisir et ils pourraient choisir un enseignement qualifiant qui sera à ce moment-là au même niveau que l'enseignement général, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il faut motiver les parents aussi à dire aux jeunes, il y a des enseignements techniques, il y a des manques dans certaines entreprises, parfois on nous appelle, on dit voilà, on n'a pas ça, et je crois que le tronc commun peut apporter cette solution-là, même s'il va être mis en place graduellement, je veux dire, ça ne va pas commencer demain, ça commence petit à petit, mais je crois que l'enseignement qualifiant doit être valorisé de par cette façon d'amener des domaines de compétences différents dans la première phase de l'enseignement, je dirais, supérieur. Madame Clamart aussi, peut-être par rapport à l'enseignement et ce manque aussi de professeurs et de vocations pour de futurs enseignants. Alors là, évidemment, j'ai plusieurs questions parce qu'on touche évidemment à la qualité de l'enseignement et donc c'est vrai qu'il y a ce pacte d'excellence que je pense qu'il faut poursuivre, qui va se mettre en place, hein. qui met autour de la table quand même pas mal d'acteurs et qui provoque pas mal de satisfaction. Maintenant, il reste quand même aussi beaucoup d'inquiétudes et de difficultés. On voit la pénurie d'enseignants, mais est-ce qu'on parraine assez? Est-ce qu'il y a assez de suivi du nouvel enseignant, parce qu'on voit aussi des enseignants qui quittent après quelques années. Voilà. Donc, un jeune enseignant sur 4 arrête après la première année de votre question. Maintenant, ma question, c'est comment est-ce que dans votre programme, vous prévoyez des choses, d'une part, pour régler ce problème de fonctionnement, mais ça, je pense que c'est au niveau de l'enseignement, mais aussi réduire les inégalités scolaires. Je pense à la concurrence entre les différents enseignements et donc à toute cette discrimination qui fait que la qualité de l'enseignement, elle n'est pas pour chaque citoyen, mais bien qu'il y a parfois un enseignement à deux vitesses. Ouais. Madame Corvenius ? Vous l'avez dit, il y a sans doute des éléments en lien avec les moyens aussi. Il faut mettre des moyens importants, que ce soit sur le plan financier, sur le plan du personnel. Et je pense que là, on a quand même des belles choses aussi à pouvoir valoriser. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 1300 enseignants qui ont été engagés. C'est aussi la question, et vous l'avez dit, des périodes de remédiation dans les grilles horaires. Donc là, il y a une volonté d'augmenter aussi ces périodes de remédiation pour pouvoir, vous parlez d'inégalité, à un moment donné, il faut que ces élèves puissent avoir une forme d'aide qui leur soit fournie. Et donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Mais pour pouvoir mettre ces périodes de remédiation, de nouveau, il faut qu'il y ait des moyens et des enseignants. Donc déjà, plus 1300, c'est sans doute pas assez, mais il faut qu'on poursuive dans cette démarche. Mais je pense que c'est déjà des éléments qui sont intéressants à pouvoir signaler et qui ont été, de manière très concrète, qui ont été faits.
Voilà, Bien, des Monsieur choses qui Lepertot. ont déjà été faites. Oui, donc Madame Grovenius vient de souligner un certain nombre d'éléments de bilan par rapport aux enseignants supplémentaires qui ont été réinjectés globalement dans les équipes, aux aides aux directions, aux améliorations de bâtiments scolaires, parce que là aussi il y a des pistes importantes pour que le biotope scolaire soit globalement un biotope épanouissant tant pour ceux qui y travaillent que pour ceux qui reçoivent l'enseignement. C'est essentiel que le cadre scolaire soit amélioré. Et pour en revenir aux performances de notre enseignement, chacun sait que des études comparées existent qui comparent les performances de notre enseignement, et chacun sait que sous certains aspects, on ne s'illustre pas. On a un enseignement qui est plus coûteux qu'un certain nombre d'États européens, avec un certain nombre de critères négatifs comme la reproduction des inégalités sociales, ce qui doit vraiment être un élément qui, et vous avez raison en la matière, nous mobilise fortement. Et précisément, ce tronc commun et cet allongement du tronc commun a vocation à atténuer ces reproductions d'inégalités sociales. Et là où le tronc commun existe dans les pays scandinaves, au Japon ou dans un certain nombre d'autres États qui ont appliqué l'allongement de ce tronc commun, donc en fait, quand on parle du tronc commun, c'est qu'un certain nombre de matières soient communes jusqu'à l'âge de 15 ans, en troisième secondaire globalement, ce que certains qualifient comme étant un retour en arrière. Excusez-moi, mais moi je pense que quand on donne des apprentissages et des matières transversales en consolidant les savoirs de base, je ne vois pas en quoi ça peut être un nivellement par le bas, comme l'EMR le laisse entendre à certains moments en stigmatisant ce tronc commun. Par contre, je pense qu'un certain nombre d'enseignants sont en attente de réponse sur cette question-là. Il est en fait prévu de mettre progressivement en œuvre le tronc commun. Et donc c'est en 2028 qu'on arrivera à la mise en œuvre complète du tronc commun. Et donc pour en revenir à ce que Mme Clamart disait sur la construction du pacte avec la consultation des acteurs, ce qui est quand même une démarche assez inédite en termes de consultation et de co-construction d'un modèle au niveau scolaire et d'une remise à plat de notre système scolaire. Il vous reste 30 secondes, Monsieur Lepertot, attention. Évident, pardon, je fais vite, de continuer à associer les acteurs de l'enseignement dans l'évaluation et de remédier à ce qui fonctionnerait moins bien en évaluant le modèle de manière continue. Alors, est-ce que cette réponse vous satisfait du côté syndical? Oui, tout à fait. Je préciserai aussi qu'au niveau mixité, on n'est pas non plus assez loin. Il faut vraiment que demain, on puisse trouver un enseignement qui soit le même pour tous et que chacun puisse devenir un citoyen à part entière avec une qualité d'enseignement qui soit la même pour tous. Bien, donc sur l'enseignement, ne m'en veuillez pas d'ajouter un élément qui préoccupe beaucoup de parents. 15 secondes. Très vite. C'est réellement l'élément lié à l'encadrement. On a des enfants qui doivent rester à l'étude parce que des enseignants sont absents et qu'il y a dans beaucoup d'écoles des difficultés d'encadrement. C'est une absolue priorité. Très bien. Alors voilà, donc je comprends bien, on est sur le bon chemin, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Très bien. Et bien voilà, on termine cette première partie face aux syndicats. On remercie les délégués syndicaux qui sont venus près de nous. Ils vont laisser place à d'autres invités puisque maintenant on passe à la deuxième partie pour la question face à la société civile. D'autres invités rejoignent ce plateau et pendant qu'ils s'installent, eh bien nous, on va s'intéresser à une question citoyenne. Nous sommes allés promener notre micro, notre caméra dans les différents coins de la province de Namur. On s'est arrêté notamment à Philippeville et là, Julie Ancio et Vincent Croisier se sont rendus place d'Armes. Ils y ont rencontré un habitant qui s'inquiète, lui, de la pollution des rivières. On écoute son constat et sa question et vous aurez ensuite 1 minute pour lui répondre. Quant à la pollution des eaux, ben ça c'est autre chose, parce que ça, les plastiques, c'est dégueulasse. Les gens devraient être un peu mieux, quoi. Regarder à ce qu'ils font, ne pas taper toutes leurs saloperies par les fenêtres de leur voiture et tout ça, ça c'est dégueulasse. D'où une question à poser aux politiques pour améliorer ça? Ben, ça serait de réprimander, taxer très fort ceux qui sont prendre. Bien, voilà. Alors, il y a un constat. En tout cas, ce monsieur est attiré par ce constat-là. Et il y a une question. Comment sanctionner les pollueurs? Voilà. Alors, on sait que les matières peuvent être pour les communes, pour l'État fédéral ou pour la Wallonie. Votre réponse, Mme Grovenius?
Je pense que Madame la bourgmestre voulait répondre et Poula. je pense qu'elle va parler des agents sanctionnateurs. Mais je vais Voilà, lui laisser la au parole. niveau des communes, on a un règlement général de police administrative qu'on a pris, par exemple, pour plusieurs communes de l'arrondissement. On a des agents constatateurs dans nos communes qui travaillent temps plein et qui ne font que ça, aller constater les dépôts clandestins, parce qu'il n'y a pas que les canettes non plus. On a parfois du mobilier, on a des pneus, et on essaye de retrouver. Eux peuvent travailler en collaboration Alors avec attention les au niveau zones de wallon, police. au niveau régional, est-ce Au qu'on niveau peut wallon. Moi, c'est influencer mais ça ou pas? l'agent constatateur, voilà, c'est un point APE qu'on a eu via la région wallonne et qui peut aider les communes à mettre ça en œuvre, et c'est pas facile. Hein. Ouais, très bien. Madame Grandvenus, 30 secondes. Alors, du coup, je vais revenir avec peut-être plus d'éléments sur le plan wallon. Indiquer qu'évidemment, il y a toutes les mesures qui doivent être prises en matière d'interdiction d'utilisation du plastique, où là, il y a une volonté très claire d'avancer dans cette direction, mais aussi de faire de la Wallonie un territoire zéro déchet. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi des réponses très concrètes qu'on peut apporter à citoyens. Très bien. Non, Monsieur Luperton, je suis désolé, le temps est imparti, mais vous pouvez encore parler environnement, certainement, et protection de la nature et de l'environnement avec nos invités suivants que je vous présente à l'instant. Pour cette troisième partie d'émission, nous recevons tout d'abord Luc Goffinet. Bonsoir, bienvenue. Vous représentez le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Nous avons également avec nous Marc Fischer. Bonsoir et bienvenue. Vous représentez l'association Nature et Progrès. Et donc c'est donc pour cela qu'on va évidemment parler encore nature et environnement, évidemment. Et puis au milieu de vous deux, on accueille Yannick Verstring, qui vient de la région de Philippeville. C'est un jeune qui se bat et qui se mobilise pour le climat. Il avait d'ailleurs déjà participé à une première émission sur le climat sur Canal C. Et il revient pour vous poser des questions par rapport au combat des jeunes. Ce sera dans une deuxième partie de débat. On commence par le secteur associatif avec Monsieur Goffinet. Vous qui côtoyez vraiment, et c'est dans l'intitulé de votre association, au quotidien des cyclistes, et que vous êtes plutôt pour la mobilité douce, évidemment. Que constatez-vous? Que voulez-vous aussi que la Wallonie change et donc que les candidats proposent dans leur programme pour améliorer la situation des déplacements doux, je dirais? Tout à fait. En fait, donc on parle beaucoup de climat en ce moment, et si pour le climat, il y a bien un secteur qui ne s'améliore pas, ce sont les transports. Donc il devient quand même assez urgent de décarboner les transports. Or, parmi toutes les solutions de transport qui existent, il y en a une pour les déplacements courts, qui sont assez nombreux, et qui est sous-utilisée en Wallonie, c'est le vélo. Donc on fait 18% de déplacements à vélo en Flandre, 5 ou 6% à Bruxelles, et on tombe à 1% en Wallonie. Or, donc ici, c'est un scrutin régional. On a, sur les routes régionales, un gros problème. Souvent, les pistes cyclables qu'on fait actuellement, soit il n'y en a pas, soit il y en a, mais elles sont faites à la peinture. Donc ça veut dire que ça rassure uniquement une toute petite partie de la population, plutôt masculine, plutôt sportive. Alors, quelles seraient vos ambitions en matière de création d'aménagements sécurisés sur les routes régionales? Parce que là, il y a un besoin criant. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à faire du vélo en Wallonie si on leur donne des conditions sécurisantes. Alors, que prévoit votre programme à la matière? Écoutez, Monsieur Goffinet, on se connaît, on s'est déjà croisés. Moi, je suis un cycliste aussi, pas du quotidien malheureusement, mais assez régulier. J'en fais plusieurs jours par semaine. Et c'est vrai que quand on constate les difficultés qui sont rencontrées par les cyclistes au quotidien, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller au travail, que ce soit simplement pour se déplacer aussi pour les loisirs, on a vraiment des zones qui sont des zones particulièrement dangereuses. On a des gens qui, tous les jours, risquent leur vie en allant à l'école ou en allant au travail à vélo. Et donc, il y a un véritable accent à mettre sur la création et l'entretien des infrastructures cyclistes, les pistes cyclables, les faire de manière intelligente. On a souvent, dans les années 80, 90, 2000, fait des voiries avec des pistes cyclables des deux côtés, avec un marquage au sol simplement. On voit aujourd'hui, c'est notamment le cas en Flandre, c'est notamment le cas aussi dans d'autres pays ou d'autres régions, où on peut parfois avoir une piste cyclable à deux bandes, finalement à deux voies, d'un seul côté de la chaussée, mais séparée de la chaussée par un rail de sécurité, par un aménagement ou des plantations qui permettent vraiment de séparer la piste cyclable de la chaussée réservée aux automobiles. Donc la volonté pour nous, c'est clairement dans chaque investissement routier ou dans chaque rénovation d'infrastructures routières, c'est d'inclure cette question de l'aménagement cyclable et le faire de manière intelligente, en prévoyant aussi les budgets pour l'entretien, parce que là, en Wallonie, où on a des pistes cyclables qui existent, qui sont parfois suffisamment sécurisées, malheureusement, on voit qu'elles ne sont pas entretenues ou pas suffisamment, avec tout ce que ça génère comme problème, comme crevaison. J'ai pu, il y a un an, accompagner un cycliste au quotidien dans le sud de la province du Luxembourg, quelqu'un qui fait le trajet domicile-lieu de travail tous les jours à vélo et qui traverse vraiment des endroits qui sont accidentogènes.
Et en passant 1 heure avec lui un frais matin de février, on a été klaxonné plusieurs fois, on a été coupé, on nous a coupé la route à plusieurs reprises, et on a dû aussi quasiment tous les 500 mètres ou tous les kilomètres devoir quitter les pistes cyclables aménagées parce qu'elles n'étaient pas entretenues, parce qu'il y avait des débris et parce que c'était dangereux. Donc vraiment des budgets pour la création de pistes cyclables, une réflexion intelligente, et on doit associer les cyclistes au quotidien parce que parfois on a des infrastructures qui existent mais qui sont pensées en dépit du bon sens, et troisièmement des budgets pour l'entretien de ces infrastructures cyclables. Rapidement, Monsieur Luperto, et puis on a la réaction. Très rapidement, de dire que notre chef de groupe le sait au Parlement wallon, dans la dernière foulée des textes qui ont été votés, un texte a été voté qui est un décret qui en effet impose aujourd'hui la création de pistes cyclables quand on crée de nouvelles voiries, et ça c'est un élément important. J'ajouterais que je ne suis pas de ceux qui entendent opposer les cyclistes aux automobilistes. Je suis tantôt cycliste, tantôt automobiliste, et je crois qu'au contraire, on est tous appelés à être cyclistes ou automobilistes, et donc ça nous amène à la question de la multimodalité et de la nécessité de penser cette multimodalité avec des compléments de modes de transport qui sont les uns et les autres additionnés, une offre cohérente. Très bien. Monsieur Goffinet, la proposition aussi de construire ces projets avec des représentants des cyclistes, est-ce que c'est le cas pour le moment? Est-ce que ça manque un peu, ça, quand même? Disons que maintenant, on est de plus en plus invités autour de la table quand il y a des projets. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Ça devrait être systématisé parce que souvent, les ingénieurs qui conçoivent les routes sont automobilistes. Donc, du coup, vous n'avez pas du tout la perspective nécessaire pour créer des aménagements cyclables sécurisés. Il faut vraiment se déplacer à vélo pour se rendre compte des mouvements qu'on fait à vélo et de la proximité ou non qu'on a avec le trafic motorisé. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors une deuxième chose, c'est le décret pour l'instant ne s'applique qu'aux voiries régionales. Or, il y a 80 000 km de voiries en Wallonie, seulement 8 000 sont régionales. Donc il faudrait au plus tôt, disons, prévoir aussi un décret pour que les communes prennent en charge aussi ces aménagements. Et donner un coup de pouce aux communes, parce que le problème des communes, c'est qu'elles sont souvent désargentées. Et la région a, elle, les moyens de financer une partie des travaux sur le territoire communal. Bien. Madame Grovenius, dernière réflexion, puis on parle avec Monsieur Fischer. Ça. Oui. Mais toujours dans la question du vélo, il y a d'autres éléments importants à pouvoir mettre en avant. C'est aussi dans les zones urbaines, notamment d'avoir des zones où la vitesse est limitée, voire des zones qui sont exclusivement réservées aux vélos ou aux piétons. Ça protège le cycliste, ça protège les piétons aussi, parce que quand on parle de mobilité douce, il y a évidemment le vélo, mais je pense qu'il faut aussi encourager toute forme de mobilité qui nous fait quitter le mode de transport individuel, donc aussi les piétons. Et puis quand on parlait de l'intermodalité, un autre élément important pour moi qui prend le vélo et le train, c'est d'avoir à certains moments des parkings qui soient sécurisés pour pouvoir mettre son vélo, pour qu'on puisse à un moment donné utiliser les différents modes de transport sans qu'on se faire voler son vélo ou le faire vandaliser. Voilà. Ouais, Madame Poulin, rapidement. Moi, je veux dire, à partir du moment où la région subsidie un projet pour les communes, imposer, comme ça a été le cas dans les plans escargots, l'aménagement de pistes cyclables au niveau des nouveaux aménagements. Voilà pourquoi on peut travailler avec les communes. Alors, on va passer maintenant au domaine de Monsieur Fischer. Vous, votre domaine, c'est la nature, l'environnement, l'agriculture, aussi la nature pour Monsieur et Madame tout le monde, son jardin, son potager. Vous, dans votre réalité au quotidien, avec les gens que vous côtoyez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous chipote? Et donc, avez-vous envie de dire aux candidats? Oui, mais 2-3 choses. Ça fait quelques années qu'on est interpellé de plus en plus par des citoyens qui se plaignent de l'état de l'environnement autour de chez eux. La disparition des insectes, la disparition des oiseaux, l'agrandissement des terres cultivées, c'est-à-dire les parcelles, et deuxièmement, la problématique des pesticides. Ce sont des endroits de conflit, des endroits où des personnes discutent et ne sont pas d'accord et se mettent en opposition avec le monde agricole, ce qui n'est pas favorable et intéressant. À côté de ça, il y a le développement de l'agriculture biologique. Actuellement, 10% de la SAU, 13% des agriculteurs sont en bio, un développement qui continue et la consommation qui augmente également, mais toujours qui a recours à l'importation parce que la croissance de la consommation augmente plus vite que la production. Alors Nature et Progrès a réfléchi à ça et je voulais vous soumettre une proposition. Proposition que l'on a, ce n'est pas uniquement de dénoncer, de taper sur le dos des pesticides, mais c'est d'aller vers un plan transversal. Un plan transversal pour développer les alternatives aux pesticides, parce qu'elles existent, puisque l'agriculture biologique produit et augmente.
Est-il normal, par exemple, que dans les écoles où on forme les futurs agriculteurs, on enseigne encore l'agriculture chimique et que parfois on oublie même de venir avec l'agriculture biologique? Alors, Théoriquement, votre question, monsieur oui, Fleischer? je fais ma question. Rapidement, parce qu'il faut qu'il puisse répondre. Hein. Tout à fait, mais je crois qu'il va répondre. Et donc l'idée est de mettre la Wallonie sur le plan des alternatives à l'agriculture biologique, et pour ça, il faut déclarer un plan fort qui dit oui, nous voulons aller vers une agriculture, un territoire sans produits chimiques à terme, et pour développer des alternatives aux produits chimiques. Au PS, est-ce qu'on est pour ce type de proposition ou ce genre de proposition? On est pour, et on a notamment été à la pointe du combat au niveau du Parlement contre les néonicotinoïdes, contre le glyphosate. On a des parlementaires qui sont vraiment qui sont des expertes. Je dis expertes parce qu'en l'occurrence, il s'agit de parlementaires féminines et qui se sont vraiment battues quasiment quotidiennement pour faire avancer ces questions. Si je comprends bien, M. Fleischer, je vais aller encore plus loin et avoir une politique globale. Et alors, peut-être un élément, on parle de l'agriculture biologique. L'agriculture, c'est peut-être, et je vais être un peu provocateur, le plus mauvais thème dans un débat régional. Parce qu'en fait, le véritable enjeu de l'agriculture, il est européen. Si on ne réforme pas la politique agricole commune au niveau européen, si on ne la remet pas sur des bases qui sont celles d'un soutien à une agriculture respectueuse de l'environnement, proche du territoire, respectueuse aussi du travail et garante des revenus des agriculteurs, on ne prendra au niveau régional ou au niveau communal que des mesurettes. On doit vraiment renverser la table au niveau de la politique agricole commune, et c'est un véritable enjeu, et c'est un enjeu de maintenant. Le prochain gouvernement wallon devra, dans le cadre de la négociation de la nouvelle politique agricole commune, qui prendra cours avec le renouvellement de la Commission européenne, défendre une position ferme, forte, pour aller dans le sens qui est défendu par Nature et Progrès. Oui, bien entendu, mais attention, ne retapons pas tout à l'échelon européen. Conservons nos prérogatives. L'agriculture bio, par exemple, s'est développée parce que la Wallonie a été une des régions les plus en avance au niveau européen, et c'est elle qui a tiré les règlements européens. Et donc, deuxièmement, prenons le cas de la PAC, d'accord. Il y a des aides à l'agriculture qui vont pour l'agriculture chimique. L'option est de dire maintenant les aides, elles vont pour développer les alternatives aux pesticides. Ce n'est pas normal qu'on aide encore à développer, je dis bien développer, pour l'avenir, ça n'a pas d'avenir. Donc voilà, les moyens donnés par l'Europe, la région a le choix de les attribuer d'un côté ou de l'autre. Sauf que vous avez deux piliers à la PAC. Le premier pilier, c'est 44 milliards d'euros. Et c'est principalement le revenu des agriculteurs, le revenu garanti des agriculteurs, et qui se calcule sur une base de superficie. Et donc c'est aussi un problème parce que ça finalement suppose une agriculture intensive qui consomme de la superficie des terres agricoles, comme vous le dénonciez tout à l'heure. Et par ailleurs, on a seulement 14 milliards dans le deuxième pilier qui, lui, peut être dirigé vers des mesures écologiques ou de préservation du milieu. Et donc, c'est ce rapport-là qu'il faut changer. Sur ça, on a également une proposition, c'est qu'en effet, avoir des aides liées à la surface, c'est excessivement négatif. Nous plaidons pour que les aides soient plafonnées en fonction des unités de main-d'œuvre. Nous aussi. Parce que notre agriculture, elle doit rester familiale et nourricière. Et si on met uniquement à l'unité de surface, à ce moment-là, on va se retrouver avec des grandes exploitations. Ce n'est pas la réalité de notre Mais c'est le chemin qui a été suivi depuis 20 ans. 30 secondes, Madame Grosvenus, et puis on passe aux jeunes. Ouais. Mais je pense que ça a été dit, puisque mon collègue M. Pierre-Yves Derman a repris la parole. Mais donc, ce sur quoi je voulais bien insister, vous l'aurez remarqué, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec vous. La volonté, c'est vraiment d'avancer au niveau wallon sur cette forme d'agriculture familiale, paysanne. Une forme d'agriculture qui est plus saine, qui est plus durable, mais surtout aussi qui est finalement accessible pour tout le monde, et de mettre en œuvre, évidemment, il y a des mesures fédérales, il y a des mesures européennes, etc. Mais sur le plan wallon, c'est ce qu'on veut défendre. De la même manière qu'on défend, par exemple, aussi la mise à disposition de terres pour créer, par exemple, des ceintures autour des pôles urbains mis à disposition des agriculteurs. Donc ça, c'est des éléments très concrets sur lesquels on veut avancer. Voilà, très bien. Alors, on va donner la parole à Yannick, qui est venu ici en bus, figurez-vous, de Philippeville, et qui a des questions à se poser. Alors, en tant que jeune, les jeunes qui sortent dans la rue pour le climat, quelle est, toi, ta première demande, je dirais, aux partis qui sont en face? Ça va rejoindre ce que vous avez dit, vous. Moi, j'habite donc à la campagne, à côté d'un champ qui utilise des pesticides. Et donc, nous, on a développé notre propre potager, mais c'est quasiment plusieurs fois par mois, on reçoit des pesticides dans la figure. C'est à côté d'une école. Et nous, la question qu'on s'était formulée, ma famille ainsi que les autres élèves, c'était
est-ce qu'il va y avoir des réformes qui vont être mises en place pour interdire justement l'usage de pesticides près des habitations? Est-ce qu'il va y avoir des réformes pour rendre justement ces immenses aires agricoles un peu plus petites avec un système de bocage et plus d'open field pour avoir une biodiversité qui revient? Parce qu'après le rapport qui est sorti il y a quelques jours, ça montre clairement qu'on doit revenir à ce genre de choses. D'ailleurs, il cite que des exploitations de moins de 2 hectares sont bien plus viables que d'immenses exploitations. Donc la grande question qu'on se pose, est-ce qu'il va y avoir des réformes pour justement limiter l'usage des pesticides près des habitations et aussi une restructuration de la manière d'exploiter. Très bien. Alors, votre réponse, Monsieur Dermain, non? Oui, avec plaisir. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un combat. Il a été mené en partie au Parlement de Wallonie sur l'interdiction du glyphosate ou des néonicotinoïdes. C'est toujours difficile à prononcer. Et donc des pesticides, pour le dire clairement. On voit que c'est aussi un débat qui percole ailleurs, que ce soit au niveau du Parlement européen, que ce soit aussi dans d'autres assemblées, avec des missions parlementaires, avec des enquêtes. On a des reportages régulièrement qui pointent les dangers de ces produits, en tout cas de l'effet cocktail, de l'utilisation intensive. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à porter. On sait la force des lobbies, on l'a vu dans ces questions-là où il y a vraiment eu un poids des lobbies, que ce soit au niveau du Parlement européen, que ce soit au niveau du Parlement de Wallonie, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas avancer dans ce sens-là. Et puis à côté de ça, on a des mesures, comme vous le disiez, pour promouvoir des espaces plutôt bocagiers avec la replantation la plantation de haies. Moi, je viens d'un petit village où on a encore un paysage un peu de bocage comme celui-là, et on voit ce que ça apporte en termes de biodiversité, en termes vraiment de faune, de flore, que ce soit au niveau des espèces d'oiseaux, ce genre de choses. Et donc c'est un véritable enjeu, et ça on peut le faire notamment via les mesures au niveau de la Wallonie pour subventionner le replantage de haies notamment, ou de différentes espèces. Et donc on doit continuer à avancer dans ce sens-là, mais de manière peut-être plus forte. Mais je reviens à ça. On n'y arrivera pas de manière concrète et globale si on ne porte pas ce combat-là au niveau européen, et notamment dans le cadre de la révision de la politique agricole commune. 15 secondes pendant la Gros si on va parler mobilité après, oui. Encore un tout petit exemple concret. On a ici à Namur, par exemple, une coopérative qui s'appelle Paysans Artisans. Et donc, contribuer à ce genre de projet, c'est aussi... donc, Paysans Artisans est soutenu par l'asso Exom, qui est un organe de la Wallonie qui permet d'injecter des moyens dans des entreprises. Et donc, dans des entreprises telles que celle-là, d'économie sociale. Et donc ça, c'est vraiment aussi une manière très concrète de pouvoir développer une autre forme d'agriculture en orientant des aides wallonnes vers des structures dont on sait qu'elles vont soutenir des agriculteurs qui sont dans l'agriculture paysanne et familiale. Bien, une question aussi donc, de Yannick qui habite donc, en milieu rural sur la mobilité. Dans ta réalité au quotidien, qu'est-ce qui te gêne? Moi, ce qui me gêne, donc, comme j'ai dit, j'habite à la campagne et on est très très mal desservi au niveau des transports en commun. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai souhaité me rendre à la foire du livre de Bruxelles, c'est durant les vacances. J'ai dû marcher le long d'une nationale pour arriver à la gare la plus proche, 15 km, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bus avant 10 heures et tout simplement ma journée aurait été écourtée, je n'aurais rien eu. Et donc, le commentaire, la question qui soit ça, c'est absolument atroce comme système. Est-ce que vous allez justement mettre en place des... Comment dire? Un meilleur service, de bus, de train. Et aussi, là, il y a un dernier point. J'ai dû faire renouveler mon abonnement il y a quelques jours. Et quand j'ai aperçu le prix qu'il fallait pour 2 enfants, parce que j'ai un frère... 770 € pour un abonnement combiné train et bus pour faire une demi-heure de route, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Alors nous, ça va, on arrive à s'en sortir, mais je pense que mais pas tout le monde, effectivement. Des familles qui ont plus difficile. Alors, votre réponse, puisqu'il ne reste plus que 3 minutes, Monsieur Luperto, sur la mobilité? Donc, ce qui concerne l'amélioration de l'offre, c'est une question qui doit se poser année après année, budget après budget. Nous avons tenté de le faire quand on était aux responsabilités. Est-ce que vous, le PS, vous augmentez le budget des techs? Ne voudrait pas une petite... Voilà, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse, dont 3 pour la SNCB. À peu près les 3 qui ont été retirés par le gouvernement fédéral sortant d'ailleurs, et vous ne m'en voudrez pas d'être un peu provocateur, je dirais qu'ils sont très portés au MR sur le service minimum. En matière de mobilité, on peut vraiment convenir qu'ils ont fait sur les dernières années le service minimum. Alors, par rapport à l'amélioration de l'offre, c'est une chose. Tu évoques la question du coût.
c'est une des propositions que nous formulons, c'est des packs abonnements qui soient des packs titres transport, multitransport, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer le cycliste à l'usager du train ou à l'automobiliste, parce qu'à un moment donné, le cycliste, il peut faire les 2 premiers kilomètres en vélo, trouver des infrastructures sécurisées pour son vélo, trouver un bus, puis un train, et tout ça doit se compléter utilement. Est-ce que son abonnement sera moins cher? La gratuité, une mesure très claire. Gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Pourquoi les moins de 25 ans? Et c'est pas rasé gratis comme certains le disent. Toutes les mesures qui sont proposées proposent aussi des mesures de financement crédibles ainsi que l'a attesté le bureau du plan dans notre vision des choses. Pourquoi les moins de 25 ans? Parce que si on ne met pas dans le logiciel des jeunes aujourd'hui une mutation de société dans l'approche des transports en commun, on ratera un objectif. Et donc c'est avec cette génération-là qu'il faut évidemment travailler par priorité, tout en offrant une alternative au transport classique et en permettant une offre qui soit une offre de qualité qui permette justement de répondre utilement à l'alternative à la voiture, où le fait d'être âgé de 18 ans aujourd'hui, on n'est plus comme premier absolu de réussite dans la vie, le fait de se dire il me faut une voiture, mais plutôt d'être un usager des transports, se déplacer sans considérer que la voiture soit le nec plus ultra absolu. Madame Poulain? Oui, moi, je crois qu'on va également proposer le renforcement des moyens de transport en zone rurale, parce que c'est un vrai problème. Les trains passent, mais ne s'arrêtent pas. Et on fait des comptages, parce qu'il n'y a personne qui monte dans le train, mais forcément. Donc, on va demander le renforcement, plus de lignes, plus d'arrêts en tout cas. Et alors, l'ajout des trains, parce que les jeunes, ils ont d'autres besoins que les gens qui travaillent. Les jeunes, ils aiment aller à Charleroi, mais rentrer à 11h du soir ou à 1h du matin, et il n'y a pas de train. Donc voilà, et je vais même proposer à monsieur de retourner avec lui, parce que je dois rentrer sur Flipville. Donc, développer le covoiturage, c'est pas mal non plus. Ok, très bien. C'est plus facile pour rentrer que pour venir. Bon, voilà, il nous reste 30 secondes. C'est évidemment difficile d'entamer un débat sur les 30 secondes, donc je propose qu'on s'en arrête là. De manière générale, est-ce que de chaque côté de la table, vous êtes satisfait des réponses de l'un de l'autre? Monsieur Fischer, vous sentez une ouverture, en tout cas du côté du PS, pour ce type, le projet? Oui, bien entendu, il y a une ouverture, mais j'insiste. C'est une position transversale qu'il faut prendre. Il faut toucher la formation, le développement d'entreprise, le développement du conseil et les aides. Tout doit être transversal, ce n'est pas des micro-mesures. Très bien, on semble d'accord de l'autre côté de la table. Très bien, ben voilà, on va clôturer ce débat. Ici, il nous reste 2 parties dans cette émission. Le débriefing dans un instant. Et puis maintenant, c'est l'heure de la carte blanche. Et j'ai oublié de remercier évidemment nos intervenants sur ce plateau. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour la teneur de ce débat. Alors, la carte blanche, le principe est très simple. On vous laisse 1 minute d'antenne pour vous adresser à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs et donc aux électrices et aux électeurs. Voilà, vous avez 1 minute pour développer le point que vous voulez. C'est à vous, Monsieur Darmagne? Écoutez, oui, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir donner ce mot de conclusion. Pour le Parti socialiste, la volonté, c'est de participer et faire en sorte que la société de demain soit plus juste, plus équitable, particulièrement en Wallonie. Et il y a un élément qu'on n'a pas évoqué dans le débat, on a couvert beaucoup de choses, mais pas celui-là, c'est la question du logement. On sait que la question du logement est aussi une question centrale dans la vie des gens. Le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête à un prix décent, abordable, ça conditionne toute une série de choses. Ça conditionne le fait de pouvoir être stable dans la vie, de scolariser ses enfants, de chercher, de trouver du travail, de participer aux loisirs. Et pour nous, aujourd'hui, l'accès au logement est particulièrement trop cher. On veut se battre pour la mise en place d'un véritable plan Marshall du logement de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la législature pour mobiliser des fonds publics et privés pour investir dans la construction de logements et dans la rénovation de logements. On sait qu'en Wallonie, on a un parc de logements qui est particulièrement vieux et qui est au niveau de la performance énergétique particulièrement mauvais. Et donc, on doit investir dans cette politique du logement pour faire en sorte que les Wallonnes et les Wallons demain puissent se loger de manière décente à un prix abordable. Bien, eh bien voilà, un point en plus sur ce débat qui était très riche, je trouve. Merci en tout cas pour la teneur de ce débat et les différents domaines qui ont été abordés. Il nous reste donc maintenant la toute dernière partie. On passe au débriefing.
Débriefing avec Jérémy Dodaine, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, que pensez-vous du débat de part et d'autre de la table? Le PS a réponse à tout, je dirais en tout cas. Il a réponse à tout et de manière peut-être un peu plus surprenante, y compris sur les thèmes qui sont peut-être pas ces thèmes de cœur ou de base, hein, sur les questions climat, environnement. On voit que c'était peut-être cette partie-là qui était la plus passionnée. En tous les cas, c'est l'impression que ça m'a donné dans la partie du débat. Bien, alors le PS au niveau wallon qui vient de vivre une législature difficile, ils étaient dans la majorité au début, et puis le CDH a décidé de s'allier au MR. Alors du coup, il y a un sentiment de frustration, je dirais de déception. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après tout cela, le PS puisse à nouveau s'allier avec le CDH, par exemple? Clairement, lorsque Benoît Lidjens a débranché la prise au nom du CDH, on a eu effectivement, on voit que ça a laissé des traces. Hein, un certain nombre de responsables politiques du Parti socialiste ont montré qu'il y avait une certaine rancune par rapport à ce qui s'était passé. Mais il faut dire que lors de cette dernière semaine, il y a eu une évolution. On voit que finalement, il y avait plutôt une exclusive vis-à-vis de Benoît Lidjens et plus tellement vis-à-vis du CDH. Or, on le sait, maintenant c'est Maxime Prévost qui est devenu le président du CDH. Et donc, peut-être qu'une ouverture se fait, mais précisons que pour les prochaines élections, et pour la première fois sans doute en Wallonie, si les sondages se confirment, être deux ne suffira sans doute pas. D'ailleurs, une coalition PS-CDH, mais même une coalition PSMR, qui sont les deux plus grands partis, on voit pour la première fois sans doute une ouverture où il y aurait une obligation peut-être de fonctionner à trois. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est important de pouvoir rester ouvert à tous les acteurs, puisque les différentes combinaisons seront utiles pour arriver à obtenir cette majorité mathématique et également idéologique. Mais du coup, ça s'annonce difficile. Il y aura énormément de négociations. Mais donc, le PS a toutes ses chances pour rentrer dans une majorité au lendemain du scrutin? Alors, je pense qu'en région wallonne, les jeux seront largement ouverts. Et je pense qu'on va, on l'a vu depuis 2014, on voit que les coalitions ne se forment plus de manière de manière cohérente. On voit qu'au niveau fédéral, il y a un tempo, une temporalité différente par rapport au niveau régional. Donc là, je pense qu'au niveau régional, effectivement, il y a beaucoup d'options possibles sur la table avec de nombreux acteurs. Au niveau fédéral, les jeux seront sans doute beaucoup plus complexes et on risque de se diriger, mais nul n'est devin, mais on risque de se diriger vers à nouveau des formations en deux temps pour les entités fédérées où ça sera sans doute plus facile et puis dans un second temps au niveau fédéral. Très bien. Merci en tout cas pour cette analyse et rendez-vous évidemment le dimanche, le soir des élections pour déjà connaître les résultats et puis après les alliances possibles. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C et à bientôt.